se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois il va s'agir de mon bilan pour le Disney Book Challenge organisé par Charlène des Lectures Sucrées qui s'est déroulé il y a déjà un petit moment, c'était, je ne me rappelle plus, vers août-septembre. Malheureusement, comme j'ai fait plusieurs challenges à la fois, il y avait le Pumpkin Autumn Challenge en même temps que le Disney Book Challenge, ça se chevauchait et j'ai mis énormément de livres. Que ce soit dans le challenge de Charlène, j'avais mis, je sais plus, une dizaine de livres et dans le Pumpkin aussi. Alors certains des livres du Pumpkin allaient dans le Disney Book Challenge. Mais entre ces deux challenges, ça m'a fait beaucoup de lectures et même maintenant je continue de lire beaucoup. Je lis 6, 7, 8 livres par mois. Et entre deux, il y a eu aussi Noël avec les calendriers que j'ai fait et j'ai pris un petit peu de retard sur les updates lecture. Parce que j'essaie de présenter 5, 6, 7 livres dans un update, pas plus. Donc voilà, enfin la deuxième partie du premier Disney Book Challenge organisé par Charlène. Alors, on avait du coup, que j'ai lu et qui était aussi pour le Pumpkin, si je me souviens bien, Kéléana, le tome 2 de Sarah J. Maas chez La Martinière Jeunesse. Oui, La Martinière J. Alors c'est un tome 2. Hein. Et ce tome 2, je l'avais mis pour le menu Alice dans la catégorie héroïne, tout simplement. Alors, comme c'est un tome 2, je vais plutôt vous résumer un petit peu ce qu'on nous dit sur le tome 1, parce que là, si je vous résume le tome 2, même derrière, ça vous spoil ce qui se passe dans le tome 1. On y suit en fait Kéléana, qui est la plus grande assassin d'Aldaran, Adarlan, j'arrive jamais à le dire. Elle est réputée dans tout le royaume. Seulement, il y a une année en arrière, donc une année en arrière, au début du tome 1, elle s'est fait prendre. Elle a eu un procès que le roi lui-même a participé et au lieu d'être tuée pour tous les crimes qu'elle a commis, le roi, un vrai sadique, a choisi de l'envoyer plutôt à Andovier, des mines. Et une des consignes, c'était que jamais elle ne devait mourir. Voilà. Même à un moment donné, voilà, dans le tome 1, pour quand même en dire, à un moment donné, elle a essayé d'en finir, mais c'est quelque chose que le roi lui refuse. Jusqu'au jour où Shaol, le chef de la garde royale, débarque à Andovier. Elle croit qu'on va l'amener, voilà, qu'enfin, après une année, on lui accorde de mourir en paix, parce que c'est ce qu'elle veut, donc. Sauf que non, c'est pas du tout ce qu'il est venu faire. Il est venu pour la mettre devant le prince d'Oriane, le fils du roi, et celui-ci lui propose un marché. Le roi organise un grand tournoi avec des assassins, des mercenaires, des espions, tout ce genre de petits délinquants et tout. Et au-delà à la fin de ce championnat, qui dure sur plusieurs semaines, le vainqueur deviendra le champion du roi pour faire sa sale besace pendant plusieurs années. C'est-à-dire tuer des gens qui embêtent le roi, même si des fois c'est des innocents, hein, tant que ça embête le roi, voilà. Le deal, c'est que voilà, le gagnant aura le droit à tant d'années. Kéléana, elle discute avec Dorian, je crois qu'elle discute finalement pour avoir 3 ou 4 ans à la botte du roi. Et une fois tout ça fini, ce gagnant, une fois qu'il aura fait ses 4 ans, sera alors libéré par le roi. Et dans les cas de criminels comme Kéléana, sera absolu. C'est-à-dire on oubliera tout le passé, l'ardoise sera remise à zéro et il pourra faire ce qu'il veut. Et en l'occurrence, Kéléana, si ça devait arriver, si elle pouvait être libre à nouveau, et c'est ce qu'elle espérait faire avant d'être prise sur le fait, grosso modo, c'est qu'elle voulait partir du royaume, elle voulait recommencer sa vie, et donc là elle se dit c'est peut-être le moyen d'avoir enfin cette liberté. Mais il va bien sûr se passer plein de choses, et parmi ces choses, on va découvrir que pendant tous ces joutes qui se jouent sur plusieurs semaines, il y a un meurtrier qui tue les champions les uns après les autres. Bien sûr, Kéléana est donc le champion de Dorian. Et Kéléana se met dans la tête aussi de savoir qui ou quoi tue les autres champions. Parce que c'est des crimes vraiment sanglants et que ça a l'air lié quand même à des choses qui n'ont plus le droit d'être. Parce qu'en l'occurrence, il n'y a plus de magie dans le royaume depuis que le roi l'a interdite des années plus tôt. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Kéléana est donc une femme. La seule chose que je dis, c'est qu'au début du livre, je ne sais plus, si elle a été enfermée à 17 ou 18 ans en prison. Donc en sortant, elle a 18 ou 19 ans, c'est encore une jeune femme, hein, très jeune.
Voilà, donc ça c'est le tome 2. J'ai énormément aimé ce tome 2. Je crois que le tome 1 j'avais mis 17. 17 ou 18. Et le tome 2, j'ai mis un point de plus. Voyons ça. Oui, j'ai mis 18. Donc le tome 1, j'avais mis 17. J'avais passé un très bon moment, mais il me manquait des choses. Et j'ai vraiment aimé un peu plus ce tome 2. J'ai trouvé qu'on allait un peu plus loin. On approfondit de plus en plus les personnages. Déjà dans le tome 1, on avait Dorian, on avait Shaol, on avait Keleana, mais là on alterne vraiment entre tous ces personnages. J'ai vraiment aimé les mystères qu'il y a aussi dans ce tome, beaucoup plus presque que ceux du tome passé avec les meurtres. Là, il y a vraiment d'autres mystères. On découvre Keleana aussi autrement. Je peux pas trop en dire, mais j'ai vraiment aimé ce tome 2, encore plus que le tome 1. La plume de Sarah J. Maas se lit très bien, c'est très facile, en quelques jours c'est lu. Bon, je trouve pas personnellement que l'univers soit très compliqué. Après, je peux comprendre que pour certains ce soit le cas. Mais je suis de plus en plus surprise par cette saga. J'ai quand même envie de dire que j'ai l'impression que de tome en tome, on est de mieux en mieux. Mais je sais que Sarah J. Maas avait, je crois, 16 ans quand elle a écrit tome 1. C'était une fanfiction à la base. Elle a été publiée bien plus tard, sa saga, une fois qu'Akotar a été connue. Donc si elle avait 16 ans, je comprends que peut-être je préfère le tome 2, et même le 3, je vous spoil un peu une future vidéo, mais je l'ai lu le 3 aussi en VF. Donc de tome en tome, je trouve que l'écriture, l'histoire s'améliore parce que je pense que Sarah J. Maas vieillissait et prenait de l'assurance en écriture, tout simplement. Et ça, je lui ai donc mis 18 sur 20. Ça a été un très bon moment de lecture. Ensuite, j'ai lu Percy Jackson, le tome 2 de Rick Riordan. Alors, comment vous dire? On peut parler du tome 2 parce que chaque histoire sont connectées les unes aux autres, mais sont indépendantes. On suit Percy Jackson, qui est un jeune garçon, je crois qu'il a 15 ans du coup, là. Quelque chose comme ça. Et on est sur de la réécriture de mythologie grecque au temps moderne. On se trouve en fait avec les enfants des dieux, des demi-dieux ça en fait, parce que c'est l'histoire d'un camp d'enfants de demi-dieux. Leurs parents, dieux, vont dans le monde des mortels, ils couchent avec une humaine ou un humain. Hop, quelques mois plus tard, il y a un demi-dieu, et il y a des camps spécialisés pour ces demi-dieux, qu'à un certain âge, on va les chercher, on leur dit voilà, tu es un demi-dieu, tu peux venir t'entraîner pour devenir pour assumer ta place de demi-dieu, pour devenir un héros, comme ça a été le cas pour certains autres héros, comme Hercule par exemple, hein, qui est le fils qui est demi-dieu aussi. Et on suit les aventures de Percy Jackson. Dans ce tome 2, Percy Jackson va se découvrir un demi-frère, je ne peux pas vous en dire plus que ça, et il veut partir avec Annabeth et son demi-frère faire une quête, parce que tout est un peu connecté. Chiron, qui était un peu le chef ou le sous-chef du camp, a été congédié parce qu'il y a eu une bêtise qui a été faite pendant l'année scolaire et on lui a dit ben voilà, bye bye Chiron. En gros c'est ça. En même temps, Percy rêve de son pote que je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais vite retrouver parce qu'on en parle dès le début. Grover, voilà. Il rêve de son pote Grover qui est un faune, pas dire de bêtises, hein. Les pattes de petite chèvre et le corps d'un humain, oui, hein, c'est le faune. Il rêve de Grover, habillé, qui est en train de se cacher, il y a quelqu'un qui lui court après. Et justement, avant le début de l'année scolaire, Grover a décidé de partir chercher quelqu'un que les satyres, les faunes, je ne sais plus si c'est un satyre ou un faune. Enfin bref, les satyres ou les faunes, comme Grover, le recherchent, ce personnage, depuis des siècles. Et Percy rêve une fois de Grover, qui est en train de se cacher d'une créature. Il se dit, est-ce que c'est qu'un rêve ou est-ce que j'ai une connexion avec Grover comme c'est mon pote? Qu'est-ce qui se passe? En même temps, il va découvrir qu'il se passe des choses au camp de s'en mêler en décidant d'aller avec Annabeth. Il la retrouve, c'est par hasard, hein, mais ils ont senti que quelque chose n'allait pas au camp. Et en effet, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va les lier avec la quête de Grover, avec la quête vis-à-vis de Chiron, et le fait qu'il faut retrouver la toison d'or pour sauver le camp. Je ne veux pas en dire plus, parce que j'en dis déjà un petit peu trop, je dirais même. Mais voilà, on est un petit peu... Les trois choses se regroupent, elles sont connectées les unes aux autres. Alors, pour ce second tome, j'ai passé un très bon moment.
Franchement, Percy Jackson, c'est de la jeunesse. Hein. Il ne faut pas le prendre non plus comme un récit sur la mythologie grecque hyper difficile, avec des mots durs, etc. C'est un livre qui est abordable pour pratiquement tout le monde. Hein. Je pense que si un enfant sait bien lire, qu'il adore la mythologie, 12 ans, 10 ans, si c'est un enfant très intelligent, il pourrait déjà y lire parce que c'est une écriture accessible. Par contre, je trouve que on a déjà une chose qui a changé vis-à-vis du tome 1, c'est peut-être qu'un ressenti. Je trouvais que dans le tome 1, il faisait jeune, qu'il ait 12 ans ou 14 ans. De toute façon, 12 ou 14, c'est jeune. Et j'ai l'impression que ça se ressentait de par la tournure des phrases. Et là, on est une année plus tard et j'ai déjà l'impression que Percy a un petit peu évolué mentalement vis-à-vis de son âge. Peut-être que c'est ça, hein, en effet. Moi, j'ai cette impression, en tout cas, qu'avec ce tome 2, il a évolué mentalement et que ses raisonnements, puisqu'on est de son point de vue, ont un petit peu changé. Alors forcément, comme c'est un jeunesse, c'est très abordable. La plume de Rick Riordan est super abordable aussi. Moi, j'ai aimé à nouveau, enfin, moi, je m'évade à chaque fois avec cette réécriture de mythologie grecque, de retrouver les dieux, les demi-dieux, plein de choses liées à la mythologie, que là, je ne me rappelle plus, la toison d'or, puisque là-dedans, on parle de la toison d'or cette fois. Franchement, moi, je passe toujours un très bon moment et je ne peux que vous le conseiller. Alors, Percy Jackson, lui, je l'avais mis dans le menu Hercule, oui, ça va plutôt bien, dans le héros, tout simplement, puisque c'est un héros. Et je lui ai aussi mis un joli 18 sur 20. Ensuite, j'ai lu aussi Nevernight, le tome 1 de J. Christophe, paru chez De Saxus. Malheureusement, je n'ai pas le livre. Je l'ai lu en e-book lors d'une lecture commune sur le groupe DLC, sur Discord, dont je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et malheureusement, je n'arrive pas à me procurer ce premier tome, j'aimerais l'avoir en relié. Parce que j'ai le tome 2 en relié et j'aurai le tome 3 en relié, parce qu'ils sont magnifiques et que j'aime beaucoup ce livre. Enfin, je vais vous détailler, mais oui, j'aime cet univers et j'aimerais trouver le tome 1. J'ai commencé vraiment à me repassionner autant pour la lecture, genre 6 mois ou 8 mois, en tout cas après la sortie du tome 1. Et forcément, j'ai mis du temps aussi à m'intéresser vraiment à Nevernight. Je me disais, ouh, ça n'a pas l'air d'être mon univers, vraiment, ça m'a l'air complexe et tout. Et j'ai mis du temps à vouloir le faire. Et je me suis décidée, quand il y a eu cette LC sur le groupe où je suis, je l'ai pris en e-book. D'abord, j'ai essayé de chercher partout et je continue de chercher partout. J'ai des alertes sur Amazon, sur eBay. Non, Amazon, ils n'ont même plus, donc Amazon, on oublie. Mais sur Rakuten, sur Gibert, sur Vinted, sur eBay. Je le cherche partout. J'ai aussi fait, je me suis dit, si j'ai un coup de bol, j'ai fait les librairies en Suisse, même si je sais que je l'aurais payé genre 40 francs suisses. Genre, ça fait 38 €. Vous pouvez être sûr que je l'aurais payé ce prix-là. De Saxus, en relié, je suis sûre qu'ils le font à ce prix-là. Mais il n'y a rien à faire. Et je le sais très bien, c'est ce que m'a dit la vendeuse en Suisse à la FNAC. C'est des livres collector, c'est des reliés. Il y en a tellement peu en France. Les maisons d'édition ne le font pas. Et des objets aussi beaux que celui-là, généralement, c'est de base des fans de livres qui vont les prendre. Et ils ne vont pas forcément les vendre. Mais si vous voyez passer Nevernight, le tome 1 en relié, pensez à moi. Alors, dans Nevernight, je l'ai mis du coup dans le menu Alice pour aventure. Et je lui ai mis un joli 18 sur 20 aussi. Comme je vous ai dit, j'ai mis beaucoup de temps à vouloir m'intéresser à Nevernight. Je m'intéressais à J. Christophe, mais plutôt avec Aurora Squad. Et puis, quand les filles ont proposé la LC de Nevernight, je me suis dit, je vais me le faire avec elles. Ça va être sympa, on va être tout ensemble pour faire ça. Et bah, j'ai vraiment beaucoup adoré. Alors, on va pas se mentir, c'est un récit adulte. Il y a des scènes assez violentes, assez sanglantes, il y a des scènes de sexe aussi. Et en plus, c'est assez, quand même un univers assez riche quand même. Enfin, on est quand même plongé dedans. Après, c'est pas l'univers le plus riche et le plus dur que j'ai lu, hein, je trouve. Crescent City, la Cité de Letton, par exemple, sont beaucoup plus à mes yeux. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est une écriture aussi assez intensive qu'il a, J. Christophe. Le langage est aussi vulgaire, attention. Et il faut s'y mettre, il faut s'y adapter, mais il faut un petit temps. C'est vrai qu'au début, en plus, c'était très perturbant parce que vous avez des scènes au présent, vous avez des scènes au passé. Alors maintenant, je n'ai pas le livre devant moi, forcément, je ne l'ai pas, mais de mémoire d'e-book, les scènes au passé étaient en italique. Donc c'est vrai que dès les premières pages, on commence, je crois que vous êtes en italique, pour après aller au présent, pour revenir sur l'italique, pour aller sur le présent,
parce qu'en fait, Mia faisait un rapprochement avec le passé et le présent. En l'occurrence, le passé, c'était genre quelques heures avant. Voilà, le livre commence d'ailleurs, je crois, avec sa première fois ou un truc comme ça. J'en dirai pas plus à ce niveau-là. L'histoire, c'est donc dans un univers complètement inventé, même si on sent de l'inspiration italienne. Il y a des noms de lieux qui me semblent inspirer quand même pas mal de l'Italie. On y suit donc Mia, qui est une très jeune femme, je ne sais plus si elle a pas 16 ou 17 ans, ou 18, mais en tout cas, elle est soit en fin d'adolescence, adolescente, soit tout juste adulte. Et Mia veut devenir une assassin professionnelle. Elle s'entraîne depuis plusieurs années avec un mentor dans la ville où elle a grandi, en cachette, afin de pouvoir intégrer cette école qui est cachée elle-même. C'est une école d'assassins qui est même une religion, on peut dire ça comme ça, et ils luttent littéralement contre le gouvernement qui est en place dans l'univers que l'on est. Et Mia souhaite justement devenir assassin dans cette ligue spéciale parce que quand elle était petite fille, toute sa famille a été décimée. Elle a vu son père être pendu par le gouvernement de cette ville sous prétexte qu'il aurait trahi le royaume. En même temps, vu comment le royaume il est, je me dis que le père était peut-être un gentil qui essayait d'aider à renverser le pouvoir. Et quelques jours ou quelques heures après, ce gouvernement est venu à la maison de Mia. Voilà, la mère n'a pas trop opposé de résistance. Elle a essayé de négocier, mais il n'y avait rien à faire. Ils ont embarqué la mère avec le tout petit frère, il était vraiment petit, qui ne pouvait pas encore être séparé de sa mère vu son âge. Ils les ont embarqués pour les mettre en prison. Oui, un petit bébé, je ne sais plus s'il avait 1 an ou 2, mais en tout cas, pas très vieux. Hein. Ils ont tué le chat de Mia lorsqu'il a essayé de la protéger. Bon, je ne sais pas un spoiler, mais c'est pour vous dire, ils sont très crus. Et Mia qui était l'aînée, malgré le deal qu'ils avaient soi-disant passé avec la mère, un des hauts placés du gouvernement a dit aux malpropres, pas aux malpropres, mais vous savez, hein, ceux qui font les basses besognes, vous la dégagez en dehors de la ville, ou dans un coin sombre et vous me la tuez. Voilà. Donc Mia a vraiment cru qu'elle allait mourir. Comment elle s'est sauvée, je ne vous le dirai pas. À partir de là, elle a trouvé le chemin de ce mentor, qui a fait lui-même partie de la guilde, si je ne me trompe pas. Il l'a formée, il a vu qu'il y avait de quoi faire, qu'elle était motivée à ça. Et c'est devenu une très grande... Déjà, elle est très douée en tout ça. Hein. Et elle souhaite rentrer dans cette école pour finir sa formation, pour pouvoir mieux atteindre. Parce que si elle est dans cette école et après dans cette religion, un peu, dans ce groupe fermé qui sont l'élite des assassins, elle aura plus de possibilités d'attraper les 3 personnages précis qu'elle veut qui sont à l'origine de l'exécution de son père et de la destruction de sa famille. Donc on va suivre Mia qui se rend là-bas, on suit Mia dans le passé, c'est là où c'est un peu dur à suivre, et on suit Mia une fois qu'elle est dans son année d'école. Oui, je crois que ça dure une année. C'est sympa, tout le côté école, c'est très sympa. Ça fait un petit peu penser à Harry Potter, mais alors très léger. Hein, parce que les cours, c'est des cours de poison, c'est des cours de défense, mais avec des armes, hein, et des vrais, on ne prend pas des faux bâtons. Des cours d'enchantement, enfin pas d'enchantement, mais de charme. Hein, autant pour séduire une femme qui séduit un homme qui séduit une femme qui séduit une femme, un homme qui séduit un homme. On leur apprend même ça, comment séduire. Il y a aussi un cours sur le vol, vraiment de 1001 façons, comment voler. Donc c'est une école un peu particulière. On a le droit de s'entretuer? Non, techniquement, c'est pas autorisé. Quand il y a un meurtre, ils essayent quand même de savoir qui l'a fait. Mais les professeurs sont pas à 100% motivés, voilà, ils cherchent à savoir sans savoir. C'est vraiment un récit mature, comme je l'ai dit. Et en plus, ce qui peut être perturbant, il est vrai, c'est que J. Christophe a mis des notes dans son bouquin. Je ne l'ai pas avec moi, je ne peux pas vous le montrer, mais il y a littéralement des fois des notes. Vous avez 5 phrases qui sont du récit dans la page, et tout le restant, donc les 3/4 de la page, c'est la note de bas de page. Alors, certaines des notes, moi je les ai toutes lues. Il y a des gens qui ont arrêté de les lire parce que ça les sortait du récit. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça inutile. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça rigolo. Moi j'ai tout lu. Il y en a certaines qui sont en effet très rigolotes. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins utiles. Mais je trouve, comme d'autres personnes, que de lire ces petites notes, ça apporte quelque chose au récit. Des fois, je crois que c'est Charlène de Les Lectures Sucrées qui le disait justement, des fois ça allège le texte. Parce que quand vous êtes au milieu d'une scène ensanglantée, puis que tout d'un coup on met la petite astérix pour vous dire que tel mot dans le récit vient de tel truc dans le passé du peuple, etc. Et que ça part sur une base rigolote,
Ça vous sort quelques secondes du truc ensanglanté avec plein de sang que vous étiez en train de vivre. Voilà. Donc, des fois, ça peut aérer un peu la tête et faire sourire dans un récit parfois difficile. Donc, pour moi, Nevernight, le tome 1 de Jay Kristoff, c'était un joli 18. Ensuite, j'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1, une BD qui est de Franz Carbone et Barreau chez Dupuis. Et je crois d'ailleurs que le tome 2 est sorti depuis. Alors, voilà. J'essaye de me rappeler. Alors, on suit en fait Elina, qui va aller en visite chez sa mamie, Adélaïde, avec sa maman. En fait, Adélaïde, elle est à l'heure actuelle dans un hôpital, il me semble, en train de se rétablir suite à une chute dans son jardin ou chez elle. Et Elina va avec sa maman, je ne sais plus si c'est pour s'occuper du jardin, des fleurs ou d'un chat, je ne sais plus exactement. Mais elles vont chez la mamie pour s'occuper un peu de chez elle, pendant qu'elle est hospitalisée. Et là, la maman révèle à Elina que mamie va rester certainement hospitalisée. Elle est dans un institut spécial parce que mamie perd un peu la cabosse. C'est ce que pense la maman d'Elina. Et depuis longtemps, elle pense que sa mère a un problème mental parce que sa mère prétend qu'il existe un petit peuple, etc., qu'elle voit des choses, enfin bref. Donc, elle pense que plus avec l'âge ça avance, plus ça se dégrade. Sauf qu'Elina va découvrir que sa grand-mère n'est pas folle. Il y a véritablement un monde du petit peuple. Et Adélaïde était en fait leur gardienne. Et ça va être maintenant l'heure de passer son pouvoir, parce qu'elle a un certain âge, même si elle ne va pas mourir dans ce livre, hein, elle ne meurt pas, mais elle a un certain âge, et c'est maintenant à Elina de prendre le relais de sa mamie pour sauver, pour aider les gens du petit peuple quand ils en ont besoin. Et justement, dès le début du récit, on a besoin d'aide d'Adélaïde, en l'occurrence, ben là ce sera Elina, donc ce sera sa première mission. Elle va quand même aller rendre visite à sa mamie, elle va lui demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les aider et tout. Elles vont s'aider mutuellement du mieux qu'elles le peuvent. Et elle va rencontrer d'autres créatures. Liam, Nelvina. Voilà, parce qu'il y a une petite créature du petit peuple. Ils sont plusieurs, hein, c'est pas tout le temps les mêmes. Hein. On voit bien, hein, il y a plusieurs créatures, c'est pas juste des fées. Vous avez des fées volantes, vous avez des espèces d'oiseaux, de fées oiseaux. Enfin, voilà, c'est pas tous les mêmes. Hein. Et en effet, il y a une des petites créatures, je crois que c'est la reine, qui vit au bord de l'eau, ou la princesse, elle a disparu. Donc c'est la première mission d'Elina, la retrouver et d'être acceptée par le petit peuple comme étant la nouvelle protectrice de ce royaume. Alors j'ai passé un très bon moment. Ce premier tome, je l'ai mis dans le menu Hercule, dans le pouvoir. J'ai mis ça dans le pouvoir parce que Elina, elle n'a pas de pouvoir en elle-même, mais elle utilise les sortilèges, la magie, donc c'est un pouvoir quand même à quelque part. Les petites créatures ont des pouvoirs magiques. Je me suis dit que ça rentrait quand même dedans. Je sais que Charlène, elle dit, voyez vague, même si c'est juste sur la couverture ou juste un petit détail, ça me suffit. Donc je pense quand même que ça rentre dedans parce que c'est des pouvoirs magiques. Voilà, j'ai triché, enfin voilà, j'ai essayé de trouver comme je pouvais. Alors ce premier tome, je lui ai mis un 16 sur 20. J'ai passé un très bon moment, mais c'est clairement, si je compare par exemple au Gringoire d'Elphi, qui a été un 20 sur 20 pour moi, c'est un peu en dessous. Alors les dessins sont très jolis, la couverture déjà, moi je l'aime beaucoup. Je peux vous montrer les dessins. Plutôt quand il y a les petites fées, ce serait plus sympa. Là, il y a assez de couleurs. Alors que je vous montre bien comme il faut. Voilà. Les dessins, je les trouve vraiment plutôt sympathiques. C'est le genre de dessin que j'aime bien. Ça a été très agréable. C'était un bon premier tome, mais j'ai trouvé qu'il me manquait un petit peu d'action. Oui, on en a un petit peu, mais j'en aurais bien voulu plus. Je pense qu'il faut attendre peut-être les prochains tomes pour voir un peu plus d'action, mais ça reste très agréable. Je me prendrai le deuxième tome, hein. Ça, il n'y a pas de souci. On est totalement dans le genre d'univers que j'adore. Alors, en cinquième lecture, j'ai lu L'Or d'Alexandra Bracken chez De Saxus. Déjà, regardez-moi cette beauté de livre. Ça, c'est toujours le cas chez De Saxus. Puis alors, le hardback, quoi. Il est magnifique, ce livre. Et je pense que c'est assez clair. On est à nouveau sur de la réécriture de mythologie grecque.
Pour ce livre, je l'ai mis dans le menu Hercule, dans la sous-catégorie mythologie grecque. Je pense qu'on était totalement dedans. On est sur une réécriture moderne de mythologie grecque, à nouveau, mais un peu différente de Percy Jackson. On est dans ce qu'on pourrait appeler des jeux modernes, de s'entretuer, si je peux dire ainsi. Tous les 7 ans, Zeus a instauré, il y a des siècles en arrière, suite à une contrariété que les autres dieux ont fait contre Zeus, quelque chose qui l'a chagriné, il a décidé que tous les 7 ans, pendant une semaine, les dieux, tous ses enfants et tout ça, les dieux, seraient mortels. Ils doivent être sur Terre et ils n'ont plus le potentiel complet de leur pouvoir. Ils ont accès à une partie de leur pouvoir, attention, ils en ont quand même, mais c'est vraiment une infime partie et ils sont mortels, ils peuvent être tués. Et pendant une semaine, ils doivent essayer de se cacher des lignées de héros en fait, parce que vous avez les lignées de héros, d'ailleurs elles sont notées au début. Vous avez par exemple, vous avez la maison d'Ulysse, les Odysséides, qui sont exaltés par Garde-Cœur, Aphrodite réincarnée. Vous avez la maison de Thésée, les Théséides, qui arborent la marque du Minotaure, la maison d'Achille, les Achillides, arborent la marque du guerrier. Et donc ces héros, ces lignées de héros, cherchent les dieux, les débusquent littéralement de toutes les manières possibles. Alors ça peut être là, comme on est dans la modernité, ça peut être autant avec les vieilles armes de l'époque, hein, mais aussi avec les choses modernes, donc les armes à feu modernes, les drones, il me semble qu'il y a des drones à un moment donné, les fusils, les drones, les ordinateurs, les téléphones. On est vraiment sur comment débusquer les dieux, les chasser et les tuer. Et quand quelqu'un de la lignée d'un héros tue un dieu, eh bien, il devient ce dieu. Il portera toujours le nom du dieu, par exemple, pour lequel est-ce qu'on pourrait prendre les Cadmines, voilà. Exalté par Ir, Arès réincarné. Ça veut dire qu'actuellement, Arès, c'est plus le vrai Arès, le tout premier Arès qu'a connu l'Olympe, c'est Ir. Et Ir, c'est le chef de la maison Cadmos, des Cadmides. Mais il y a quelques années, il a tué le vrai Arès et il a pris sa place. Il a eu ses pouvoirs et du coup, ça en fait le nouvel Arès, tout en gardant son nom à lui. Vous suivez le... Alors c'est vrai que c'est un univers quand même assez complexe, hein, parce qu'avec les lignées, les différents dieux, vous avez des dieux d'origine dans le récit, vous en avez d'autres qui sont donc réincarnés puisqu'ils ont été tués par des héros. Donc c'est toujours le dieu en question, mais sous une nouvelle forme, avec une nouvelle identité. C'est juste les pouvoirs qui restent les mêmes. Il faut suivre. C'est vrai qu'à ce niveau-là, et puis avec tous ces jeux de pouvoir et tout, enfin tous ces jeux de guerre, entre guillemets, c'est pas évident. Et au milieu de tout ça, nous avons notre petite Laure, qui est une toute jeune femme. Décidément, il n'y a que des jeunes femmes dans ces récits. Et Laure, lors du dernier Agone, elle a décidé d'arrêter tout ça. Je ne veux pas trop en dire pourquoi, mais elle a perdu toute sa famille. Ça, je peux vous le dire. Pourquoi elle a perdu toute sa famille? C'est lié à l'Agone sans lettres. Je ne veux pas trop en dire de plus, mais voilà. Elle a perdu sa sœur, ses parents, et du coup, elle a décidé de s'exiler. Je crois même qu'elle s'est fait passer pour morte. Hein. Quelque chose, il me semble, hein, me souvenir que c'est ça. Ou en tout cas, les gens ne savent plus où elle est. Tous les gens de la mythologie, toutes les lignées des héros, ils se disent, elle est passée où, Laure? Ou alors, ils se disent, elle est morte. Et en plus, elle avait perdu son meilleur ami à la même époque. Donc, elle a perdu sa famille et son meilleur ami qui est mort. Elle se cache. Elle n'a pas vraiment de pouvoir de toute façon, mais elle ne veut plus entendre parler de l'Agone ni rien. Sauf que malheureusement, tout se produit le même jour. Alors qu'elle est en train de se battre dans une arène, parce que par contre elle fait des combats d'arène clandestine pour gagner de l'argent, tout d'un coup arrive son fameux meilleur ami qui était censé être mort. Et qu'il la reconnaît tout de suite d'ailleurs. Et plus tard dans la journée, quand elle rentre chez elle, là où vit un autre ami très proche, avec qui elle vit depuis 2 ou 3 ans en tout cas, quelque chose comme ça, elle découvre Athéna, qui elle est toujours l'Athéna d'origine, grièvement blessée parce que l'Agone a commencé le soir d'avant. Et Athéna lui propose, voilà, on s'allie toutes les deux, parce que je suis grièvement blessée et que je ne vais pas pouvoir faire grand chose, tu me sauves, etc. Et on détruit Irès, ouais, je crois que c'était Irès, le chef des Cadmides,
qui est donc le dessin, la réincarnation d'Arès, hein, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, ben bien sûr, Irès, Arès. On tue Arès, le nouvel Arès, parce que c'est lui qui est responsable de la mort de ta famille. Si tu m'aides, je fais ça pour toi. On s'entraide mutuellement. Donc finalement, Balor, mu par une vengeance, va accepter. Et ça va l'entraîner à nouveau dans la Gonne, avec son meilleur ami qui a refait surface, lui aussi, hein, et d'autres personnages. Alors j'ai bien aimé cette plume. Je lui ai d'ailleurs mis combien? 18 sur 20. Moi j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a des gens, soit ça passe, soit ça casse. Ou alors c'est mitigé. C'est pas un récit parfait. Clairement, j'ai lu d'autres trucs sur les mythologies que j'ai préférées. Mais moi j'ai quand même passé un bon moment avec ce livre. Il y a eu 2-3 lenteurs. C'est vrai que 2-3 fois j'ai trouvé que c'était peut-être un peu long. C'est pas mon truc préféré quand on s'entretue comme ça. Voilà. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que la plume était sympa. J'avais envie de continuer à le lire. Et en plus, moi ce que j'ai personnellement bien apprécié, c'est qu'on avait du LGBT. On a 2 personnages dans le récit, je ne vous dirai pas lesquels, masculins, qui s'apprécient et on comprend qu'il va se passer quelque chose entre eux. Donc on a un MM sous-entendu, et clairement ça par contre c'est dit, ces 2 personnages sont homosexuels. Donc le MM il est suggéré, mais par contre leur sexualité en elle-même, elle est claire, elle est nette, ils sont homosexuels. Donc j'ai trouvé que c'était aussi bien sympa d'avoir mis vraiment de la représentation diverse et variée. Même si c'est au second plan, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous conseille ce livre. Si vous hésitez, voilà, comme je vous dis, il y a des gens qui ont bien aimé, beaucoup, et il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Mais je sais qu'il y a pas mal d'avis un peu mitigés ou pas aimés, mais il faut se lancer et il faut se faire son propre avis. Et le dernier, mais le dernier qui est le coup de cœur astronomique, j'ai eu du mal à m'en remettre, Murmure de l'océan, d'Ophélie Duchemin, chez Plume Blanche, que j'ai mis dans le menu Alice pour la catégorie Pays imaginaire et dans le menu Ariel pour tout. Pirates, sirènes à la plage et voyage. Ça rentrait dans tout. Il était juste parfait. On est, comme vous devez l'imaginer d'après la couverture, sur une... Je ne sais même plus si je vous ai dit que c'était d'Ophélie Duchemin. Je vous le précise au cas où. Je crois que j'ai oublié tellement, mais ce livre m'a retourné, m'a chamboulé. J'adore la plume d'Ophélie Duchemin. Ophélie Duchemin, je l'ai découverte avec Plume Blanche grâce à Kimi Collection avec son magnifique Rose éternelle, réécriture de La Belle et la Bête. Et elle a sorti le 2e tome de cette saga qui peut être lue indépendamment, mais c'est quand même mieux de lire Rose éternelle en premier. Alors de toute façon, si vous voulez les lire, il faut lire Rose éternelle en premier. Après, si vous n'avez pas envie de lire Rose éternelle, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est quand même conseillé parce que Méliane et Adriane apparaissent plusieurs pages. Il en est fait mention plusieurs fois. Un autre personnage, je ne dirais pas lequel, apparaît beaucoup plus dans ce livre que dans le premier, ou alors avec Zeko. Mais voilà, si on veut tout comprendre, c'est quand même mieux. Ça se comprend sans Rose éternelle, mais c'est quand même mieux. Parce que c'est des univers, c'est tout lié. Je vais vous montrer au début. Voilà, vous êtes dans un monde de fantaisie complètement inventé par Ophélie, où vous avez plusieurs royaumes. Dans Rose éternelle, on était dans le royaume d'Elnéade, qui est là. Et dans ce tome 2, nous sommes dans le royaume de Gel, qui est là, et qui est un royaume allié. Et on nous parle dans les 2 tomes de Viduit, qui est le royaume au-dessus. On est clairement, comme vous pouvez vous en douter, sur une réécriture, pour cette fois, de La Petite Sirène. Alors, Ophélie Duchemin, elle s'inspire clairement, dans ces 2 récits, Rose éternelle et pour celui-là, Murmure de l'océan, du classique de chez Disney. Il y a vraiment des noms de personnages, des scènes qui sont très très fortement inspirées. On les revit, après elles sont par contre différentes. L'exemple le plus concret de l'inspiration de Disney, c'est le prince Eric. Il s'appelle Eric comme dans le dessin animé. Il est physiquement comme lui. C'est un beau jeune homme, les cheveux noirs, un beau regard, un beau sourire. Par contre, ça s'arrête là. Cet Eric-là est tellement plus travaillé que le Eric de la Petite Sirène. Le Eric de la Petite Sirène, comme beaucoup de princes chez Disney, ils sont superficiels. On n'apprend pas à les connaître en détail. On les apprécie, ils sont charmants. Mais Eric est tellement plus. Eric a des souffrances à l'intérieur de lui tellement importantes. Ceux qui ont lu Rose éternelle, il me semble qu'on le sait.
Je ne veux pas trop en dire, mais oui, il y a eu un naufrage quelques années avant qu'Eric a vécu. Et il a été le seul survivant, comme dans le dessin animé, comme dans le conte d'origine. C'est le seul survivant. Et dans cette version, en fait, Eric est chamboulé, mais il ne le montre pas forcément, mais ses proches s'en doutent, parce que dans le navire, il y avait certains de ses proches. Je ne dirais pas lesquels. Il lui reste une partie de ses proches, mais il en a perdu une autre partie. Et Eric souffre énormément. Il se sent coupable d'être toujours vivant, et pas eux. Il a l'impression que les proches qui sont toujours vivants vont un jour le lui reprocher. Pourquoi toi t'es vivant et pas eux? Donc Eric a cette part sombre. Du coup, pour contrer ça, enfin pour alléger sa peine, je ne sais pas comment dire ça, il fait des combats clandestins. C'est clairement pas le cas du Eric de la petite sirène de Disney. Donc voilà, il a un côté très approfondi. Aéline aussi, c'est le nom de notre sirène. Elle ressemble à Ariel, certes, pas pour la queue. Hein. Elles n'ont pas la même couleur de queue. Elle porte un prénom qui commence par A, mais ça s'arrête là. Aéline n'est pas la petite Ariel qui tombe folle amoureuse du prince dès qu'elle le voit la première fois. Non, ça se passe pas comme ça. Leur première rencontre, ça date d'il y a des années quand elle l'a sauvé. Elle a fait quelque chose qui les a liés. Je ne veux pas trop en dire, c'est difficile. Parce qu'en plus, il sort dans plusieurs mois ce tome. Je l'ai eu grâce à la Mystery Box Plume Blanche. Donc, je ne peux pas trop vous en dire, c'est difficile. Mais oui, Aéline a un caractère totalement différent de la petite Ariel naïve. Je sais que d'autres l'ont lu et ont trouvé cette Aéline, cette petite sirène, un petit peu trop... ils ne l'ont pas appréciée à 100% parce que c'est vrai qu'elle refoule son lien avec Eric pendant très longtemps. Elle a un sacré caractère bien trempé. Ça plaît à Eric. Par contre, dès le début, ça lui plaît. C'est vrai qu'elle a un caractère pas facile. Et il faut aller sur plus de la moitié du livre, voire même sur la fin, pour comprendre pourquoi elle a cette carapace aussi. Elle a des souffrances. Je ne veux vraiment pas trop en dire, mais c'est vrai qu'elle a vécu des choses pas jolies. Puis sinon, quoi en dire? Franchement, encore une fois, Ophélie Duchemin a su allier la petite sirène, le classique d'origine, le classique de chez Disney, en intégrant ça dans son nouvel univers bien à elle, avec des nouveaux personnages, des fois, d'autres qui sont inspirés du Disney. Hein, il y a un personnage qui est clairement inspiré du majordome, par exemple. Il y a des personnages très intéressants. J'ai adoré le meilleur ami d'Aéline, par exemple. Et Ophélie a aussi, pour ce tome, su intégrer des choses. Il y en avait aussi des choses dans le Rose éternelle, mais dans celui-là, elle a par exemple intégré des personnages LGBT. Il y a un MM, je ne vous dirai pas quel personnage, mais il y en a un. Donc j'ai énormément apprécié ce fait. Et en plus, elle a su intégrer, je ne veux pas trop en dire, je ne veux pas dire quel personnage ça concerne, mais dans ce récit, comme dans La Petite Sirène de Disney, le royaume sous la mer n'est pas en franche bonne relation avec le royaume des humains. Pour une légende, pour une histoire qui s'est passée dans le passé, ils n'ont plus d'interaction. Mais il y a certaines sirènes, c'est le cas d'une qui est haut placée dans le royaume, pas le roi, c'est pas le roi, mais c'est quelqu'un proche du roi. Franchement, mais comment elle voit les humains? C'est une femme. Et à un moment donné, vers la fin du livre, comme elle en parle et ce qu'elle a fait tout au long du livre vis-à-vis des humains, littéralement, je compare ce personnage, je vais peut-être loin, mais moi j'ai trouvé que c'était ça, dans ses propos racistes, c'est le peuple de la mer est supérieur, les humains, ces choses sans cervelle, ces ignares, ces bâtards, ces ignominies de la nature, sans cœur, sans machin. Il y a des propos, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver face à un nazi, un vrai nazi, vraiment. La supériorité de la race, à un moment donné, elle le dit, ce personnage, elle le dit. Nous, race supérieure, humains, race inférieure et tout. Moi, j'étais là, ah bah bonjour, on est littéralement chez les nazis, là, ou quoi? En plus, quand ce personnage découvre la relation MM qu'il y a dans ce livre, pareil, elle a des réactions et quelques propos aussi homophobes. Non, mais clairement, j'ai dit, on a un espèce d'Hitler au féminin. Et d'ailleurs, à ce moment-là, dans le récit, tout le monde est un petit peu... personne n'avait compris à quel point ce personnage pouvait avoir autant de haine envers les humains, aussi profonde et faire autant de mal que ça. Donc clairement, j'ai trouvé que ça avait à quelque part une consonance sur le racisme, l'homophobie et donc le nazisme à quelque part. Et j'ai vraiment apprécié ça. Et il faut que je m'arrête de parler de ce livre parce que... Mais pour terminer, la plume est toujours aussi addictive, elle est toujours aussi poétique. Le livre est en plus magnifique. Où es-tu, joli petit? Voilà. Une en tête de chapitre. Le livre en lui-même, comme vous l'avez vu depuis un petit moment,
Il est absolument magnifique. J'ai mis un 20 sur 20. Ça a été un incroyable coup de cœur. Je me demande même s'il ne passe pas devant Rose Éternelle. En tout cas, il est du même niveau. Je les ai tous les deux lus en 2021 et j'ai qu'une hâte. C'est d'avoir le tome 3 qui sera sur Réponse. Et j'ai vu aujourd'hui sur l'Instagram d'Ophélie qu'elle va planifier le début d'écriture normalement pour ce printemps, vers le mois de mars. Donc j'ai vraiment hâte. Ce ne sera pas avant 2023, voire 2024. Déjà, il faudra que ce tome 2 il sorte officiellement. La petite question, si vous vous la posez, ce tome 2 sortira, si je ne me trompe pas, c'est la sortie du mois de juillet ou du mois d'août. Alors, ça va plutôt bien, c'est fait pour l'été. Mais énorme coup de cœur et je ne peux que vous le conseiller. Si vous êtes par exemple fan de Disney, parce que je sais qu'il y en a sur ma chaîne, lisez Ophélie Duchemin, Rose Éternelle et Murmure de l'Océan. Vous ne pouvez que retrouver des moments du Disney, tout en ayant des choses originales créées par l'autrice. C'est vraiment, mais vraiment une saga coup de cœur pour moi. Et voilà, j'ai enfin terminé cette update. Il y avait 6 livres, si je ne me trompe pas. Ça en fait quand même un certain nombre. J'ai beaucoup blablaté. N'hésitez pas du coup à me dire s'il y a des livres qui vous font envie dans ceux que je vous ai présentés, ou si tout simplement il y en a que vous avez déjà lus. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager. Ça aide des petits contenus comme moi à se faire un petit peu connaître. Et sur ce, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!